Et c'est au tour de la licence Entretien avec un vampire de se faire complètement wokiser dans une série. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui ne m'a pas été suggéré par Brad Pitt, tiens d'ailleurs. J'allais pas dire Brad Pitt, j'ai failli glisser les copains. Ah ouais, j'ai failli glisser de manière tout à fait vulgaire en plus. Non, ça ne m'a pas été suggéré par lui, mais par Amy sur le Discord de la chaîne. Je le remercie donc vivement, qui m'a en plus fourni un article sur lequel ici je vais m'appuyer pour vous raconter finalement, eh bien, cette tragique histoire d'un entretien avec un vampire complètement wokisé, et ce, de manière tout à fait absurde. Alors oui, c'est pas nouveau, venant du côté woke de la force, me diras-tu, c'est vrai, mais tout de même, petit café les copains. Alors il y a des vidéos comme ça, tu vois, j'aurais préféré ne jamais avoir à les faire, et notamment toutes ces vidéos que j'ai pu faire et que je continue à faire sur ces séries qui me sont chères et qui passent à la moulinette woke, hein, qui se font complètement wokiser. Ici on est sur un entretien avec le wokisme, on n'est plus du tout sur un entretien avec un vampire. On va voir ça justement ensemble. Alors c'est une série qui était déjà sortie en 2022 aux États-Unis, que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler uniquement ici parce qu'elle sort sur Paramount Plus justement, et donc ça nous permet de pouvoir décrypter justement cette fameuse série et de constater plutôt les dégâts. Entretien avec un vampire, c'est un film que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, et je le dis sans exagérer. Un jour je vous expliquerai pourquoi j'ai vu certains films plus que d'autres de très 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 nombreuses fois. Il y a une raison à cela. Ah, petite anecdote que je vous délivrerai dans un live, pourquoi pas. Et donc celui-ci, je l'ai vu tant de fois que je finissais par connaître même les répliques par cœur. Et oui, des acteurs. Moi, je parle du film évidemment, donc avec Brad Pitt et Tom Cruise, qui sont l'adaptation donc d'un livre d'Anne Rice. À la base, c'est un film vraiment magistral. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille évidemment de foncer le voir. Non pas cette série, mais le film, avec Brad Pitt et Tom Cruise, qui en plus jouent vraiment remarquablement bien dans le film. Alors, évidemment, chacun ses goûts, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un film que j'apprécie tout particulièrement, et une histoire au-delà du film que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Donc ici, savoir ce qu'ils ont fait de cette licence, eh bien je peux vous assurer que quand j'ai vu ce qu'il en était, ça m'a pas juste tourmenté, ça m'a complètement flingué. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, franchement, au lieu qu'ils fassent leur propre série, à chaque fois prendre des licences qui sont connues pour s'y adosser, comment je pourrais dire, pour pouvoir justement bien faire la propagande de leur idéologie. Ça m'agace prodigieusement. À chaque fois, ils flinguent des licences comme ça qui nous sont chères. Et voir ce qu'ils en ont fait ici, ça m'a flingué. Donc, on va voir ensemble l'article. Je vais vous lire l'article. Vous vous en ferez votre propre avis, évidemment, lors de la lecture. Je vous donnerai aussi, lors de la lecture, un petit peu, j'étayerai comme ça mes idées, mes propos et mon avis sur la série. Et puis, je vous donnerai évidemment une conclusion définitive sur ce que j'en pense à la fin de l'article, même si je pense qu'à vu la teneur de mes propos dès le début, vous avez compris un petit peu, tout de même, ce que j'en pense. Alors on est sur une presse française qui elle s'exalte, elle exulte du fait que cette série, que cette licence soit complètement wokisée, et comme je l'ai dit en plus, c'est fait de manière tout à fait absurde. Alors il y a du blackwashing, etc., mais vous allez voir, c'est complètement nul. Et donc on nous dit, entretien avec un vampire, la série supporte-t-elle la comparaison avec le film joué par Tom Cruise et Brad Pitt? Donc déjà, je peux répondre directement à cette question dès le début de l'article, qui poserait les derniers clous dans le cercueil de cette série. Finalement, non. Non, ça ne souffre pas du tout de comparaison avec le film, avec Tom Cruise et Brad Pitt. On s'éloigne complètement et du film, mais surtout du matériel source, où à la fin ne reste que le nom entretien avec un vampire et les noms des protagonistes qui sont dans cette série, qui ont quelque chose à voir avec le matériel source, mais tout le reste, eh bien, c'est complètement revisité façon modernité, sensibilité moderne. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, tu vas voir. La nouvelle adaptation du roman d'Anne Rice n'a rien à envier au film de 1994. La série explore avec pertinence et modernité la condition maudite du vampire. Alors il n'y a rien qui va dans cette phrase-ci, dans ces deux phrases-ci. Tu peux les prendre et les retourner, tu auras mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils disent que il n'a rien à envier avec le film de 1994, moi je dirais que la comparaison n'est même pas jouable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment
non, ne fais pas ça. Ah, n'essaye même pas parce que tu vois, ça va m'énerver. Et la série explore avec pertinence et modernité la condition maudite du vampire. Alors là, t'as tout en réalité, puisque ce qui les intéresse ici, c'est le côté moderne, la fameuse modernité. Hein. Donc ce mot qui est forcément finalement systématiquement conjugué avec le mot woke à notre époque. Et c'est assez absurde dès le début en fait. Pourquoi ? Parce que justement cette histoire qui a été écrite par Anne Rice et ce film qui a été donc joué par Brad Pitt et Tom Cruise justement, eh bien avait ce côté très explicite quant au devenir justement du vampire depuis le passé jusqu'à une certaine époque. On voyait vraiment en fait l'évolution du vampire et comment il traversait les âges avec justement tous ces questionnements sur la fameuse modernité et sur la pertinence justement comment je pourrais dire, de la manière dont l'histoire et le film exploraient l'existence justement de des vampires, et pas de ce vampire uniquement, mais des vampires plus globalement. Donc déjà ici, voilà, la seule chose en fait qui est rajoutée, on comprend, c'est leur fameuse modernité. Donc en fait, ils s'exultent, ils sont très heureux parce qu'en fait, ça fait complètement wokisé. C'est ce que je regrette moi profondément. Donc on nous dit, on le croit définitivement enterré, mais il revient toujours d'entre les morts. Le vampire, ses dents pointues, son goût du sang et sa subversité trouvent perpétuellement un moyen d'envahir le grand comme le petit écran. Alors sans mentir, quand on a entendu parler d'une nouvelle adaptation d'Entretien avec un vampire, on a poussé un léger soupir. Le roman gothique d'Anne Rice avait connu une première adaptation au cinéma par Nate Jordan en 1994. Et là, en fait, effectivement, il y avait rien à ajouter, quoi. Il y a rien à ajouter au film à la base. Hein. Il était vraiment excellent. Alors, les deux sex symboles d'alors, Brad Pitt et Tom Cruise, lui donnaient ce parfum de soufre et ce charme désuet toujours intact. Fallait-il donc encore réadapter cette histoire ? Alors, vous connaissez un petit peu mon avis sur cette chaîne. Hein, j'ai déjà dit par le passé, je le répète, pour moi, rien n'est impossible. Hein. Adapter comme ça des licences du passé, même lorsqu'elles ont eu un gros succès, notamment sur un plan cinématographique, avec des films en salle, et en faire des séries par la suite, pour moi, tout cela n'est pas impossible, hein, dès lors qu'on respecte tout simplement en fait le matériel source, l'histoire de base, ou alors qu'on respecte les films, puisque en fait l'un dans l'autre, lorsqu'on respecte le matériel source et les films qui sont sortis et qui ont été appréciés par de nombreux fans, eh bien au final on respecte les fans, et on respecte donc le grand public, on respecte les consommateurs. Évidemment, dès lors qu'on ne fait pas cela, hein, dès lors qu'on s'adosse à une licence pour s'en servir comme marchepied idéologique, évidemment là on crache définitivement à la tronche des fans et de ceux qui ont apprécié ces mêmes licences, hein, évidemment dès lors qu'elles sont complètement transformées, hein. Si c'était respectueux ça irait, mais là ce n'est pas le cas. Mais pour moi rien n'est impossible, hein, dès lors qu'on respecte vraiment ce que je viens de dire. Donc c'est à cet égard que l'on s'avançait prudemment vers cette nouvelle itération, une série de 7 épisodes diffusée en octobre 2022 aux États-Unis et disponible le vendredi donc 10 mai sur Paramount+. Alors voilà, moi je ne la connaissais pas par le passé, hein, cette fameuse série, je la découvre maintenant puisqu'elle sort donc le 10 mai, elle est sortie donc d'ailleurs donc sur Paramount+. Mais où sont les vampires, nous dit-on. Bien mal nous a pris de douter, Entretien avec un vampire version série 2024 vaut largement le coup d'œil. Exit pour ces 7 épisodes, le héros de Top Gun de Fight Club, on retrouve dans le rôle de Louis de Pointe-du-Lac. Alors Louis c'est un Français à la base. Jacob Anderson de Game of Thrones. Son alter ego Lestat. Et Lyoncourt apparaît, lui, sous les traits de Sam Red. Alors, juste en fait, hein, pour vous expliquer un petit peu le délire. Dans le livre d'Anne Rice, la description de Louis, qui est faite notamment lorsqu'il rencontre tout au début, je vais pas vous spoiler le délire, mais juste en fait lorsqu'il rencontre au début un protagoniste, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vous spoile pas, vous verrez bien qui est ce protagoniste-ci. En tous les cas, dans l'histoire, il est écrit comme un personnage d'une peau extrêmement blanche, si je me souviens bien d'ailleurs, qui était comparé à de la craie, avec des cheveux très longs, hein, qui lui tombaient à peu près comme moi, tu vois, sur les épaules, et qui frisaient. Voilà, si je me souviens bien du délire. Donc ici, c'est donc joué par donc ce rôle de ce Français, c'est joué donc par, on nous dit, Jacob Anderson. Et qui est donc un Jacob Anderson? Jacob Anderson, c'est le jeune homme que vous voyez ici.
Voilà, donc on est sur du blackwashing complet, on est en plus sur un blackwashing qui va être complètement absurde. Pourquoi ? Parce que c'est la question que je me suis posée, mais en fait dès que j'ai commencé à lire cet article-ci, c'est comment vont-ils faire ? Puisqu'à la base, normalement, Louis, en plus, il est propriétaire d'une plantation. Hein. Qui est Louis ? En réalité, eh bien, Louis, on nous dit ici, Louis de Pointe-du-Lac, né en 1766, est devenu, en grandissant, le maître d'une grande plantation au sud de la Nouvelle-Orléans, sur les rives du Mississippi. Donc il a avec lui donc plusieurs esclaves, hein, puisqu'on est pile poil dans ces époques-ci. Et d'ailleurs, en plus, c'est un petit peu le début de la trame, justement, de tout cela, avec les esclaves, etc., justement, sur sa plantation. Hein. Une fois de plus, je vais pas spoiler le délire. On nous dit en 1791, à l'âge de 25 ans, Louis perd son frère Paul dans un accident qui suit une dispute entre les deux hommes. Il n'aspire qu'à la mort. Du coup, un soir d'ivresse, Lestat de Lioncourt le sauve de l'attaque d'un voleur, puis le vide de son sang et lui propose ensuite de devenir vampire. Louis devient ainsi un vampire en 1791. Il se souvient précisément de la date, hein, Louis, justement, au début, quand il raconte l'histoire, puisqu'en fait, c'est lui qui raconte l'histoire, en entretien avec un vampire, il donne précisément la date, justement, de son, du jour où il est devenu vampire, ce qui va étonner la personne à qui il raconte, évidemment, cette histoire-ci. Je n'en dirai pas plus, je me tairai là-dessus. Mais donc, vous voyez, voilà, déjà, on est vraiment sur un blackwashing qui est complètement absurde, et en plus, justement, tu vois, je me posais la question, mais comment vont-ils faire avec ce fameux Louis qui est propriétaire donc d'une plantation et donc avec des esclaves, etc., etc. Évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'histoire. Ah, c'est plus la même chose. Et donc, Lestat, donc c'est l'acteur que vous voyez. De toute façon, c'est les acteurs que vous voyez donc ici sur les photos. Il n'y a pas de souci. Donc, on nous dit. Pour la série, du coup, la série prend ici place en 1910. Alors, Lestat aussi, c'est pareil, hein, il est décrit comme quelqu'un qui est blond, qui a la peau très blanche, les yeux bleus, etc., etc. Enfin, bref. La série, donc, prend ici place en 1910, hein, toujours à la Nouvelle-Orléans. Louis de Pointe-du-Lac est un jeune gérant de bordel. Ouais. Ah, il est passé de gérant de plantation à gérant de fille de joie. Ah, comment ils ont fait ? Aux prises avec les affres de son business, il doit également faire face à la désapprobation de sa famille, de son frère, de son pieux frère, avec lequel il conserve une sincère complicité. Alors déjà, dans l'histoire d'origine, hein, dans l'histoire de base, il avait effectivement donc une histoire dès le début avec son frère, comme ils l'ont dit dans le synopsis qu'on a lu un petit peu juste avant sur l'histoire de Louis, où effectivement son frère meurt. Son frère, c'est quelqu'un qui est très pieux, qui dit avoir des visions, il voit la Vierge Marie, enfin bref. Louis, je crois qu'il lui crée un petit mausolée comme ça et de ça dans son jardin, pas un mausolée, une petite chapelle, pardon. Dans son jardin pour le laisser faire ses affaires quelque part, ce qu'il a à faire. Enfin bref, ça en tous les cas c'est vrai que c'est respecté. Mais donc ici on n'est plus du tout sur un Louis donc un propriétaire de plantation, mais on est sur un Louis propriétaire de bordel. C'est complètement con, c'est complètement n'importe quoi. Et en plus le pire de tout, c'est que c'est absurde concernant le matériel source. Je vais revenir là-dessus plus loin. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc c'est dans cette atmosphère teintée d'un ressentiment enfoui que surgit la tentation vampiresque. Reprenant le schéma du film, la série est un récit à la première personne de Louis qui narre à voix off au journaliste Daniel Molloy, Éric Bogossian, ces quelques 145 ans d'existence, une vie qui commence là où Lestat fait lui-même irruption. Alors elle commence un petit peu avant que Lestat fait irruption en réalité, dans le film en tous les cas et dans l'histoire à la base, dans le livre de Anne Rice. Ça c'est vrai, alors vous l'avez compris, donc c'est raconté comme ça, donc c'est une histoire qui est racontée par Louis, donc à un journaliste. Ici du coup ils vous ont spoilé le début, que je voulais pas vous spoiler, mais c'est pas de ma faute du coup c'est de leur faute à eux. Mais bon voilà, à part ça, en fait, il n'y a plus rien qui va ensemble. Et c'est quand même assez tragique, puisque en réalité, raconter l'histoire d'un personnage comme le personnage justement qu'ils essaient de créer ici, qui serait un personnage noir justement de cette époque-ci, qui serait vampire, c'était une putain de bonne idée en vrai. C'était une très très bonne idée. Le problème, c'est de prendre la licence Entretien avec un vampire et de flinguer complètement cette licence au profit de leur idéologie woke une fois de plus. Alors, une série qui assume son propos, nous dit-on. On est également surpris de voir la série faire, dès le départ, un pas de côté, délaissant au premier épisode le folklore vampirique. C'est d'abord une étude des relations humaines auxquelles se consacre Entretien avec un vampire. Donc, alors, c'est marrant parce qu'ici, ils disent c'est d'abord une étude des relations humaines auxquelles se consacre Entretien avec un vampire. Mais
ça l'était déjà en fait dans le livre de base, et ça l'était déjà aussi dans le film. Donc qu'est-ce qui change réellement là-dedans? Bah attends, tu vas voir, tu vas comprendre. Hein. C'est toujours pareil en fait, hein, le changement sur lequel il s'exalte finalement systématiquement, c'est dès lors que c'est wokisé. Alors là c'est génial, c'est bon, ils l'ont fait. Alors cette lente narration laisse le temps d'étoffer la personnalité de Louis, que les plus impatients se rassurent, le vampire n'est jamais loin, il n'est jamais mis au second plan, mais il est surtout là pour servir une réflexion plus moderne sur sa condition, dont la série tire toutes ses forces. Donc t'as bien compris qu'ici en fait, même si c'est vrai que déjà à la base, dans le livre et dans le film de base, on explorait très bien en fait les sentiments de Louis, de Lestat, et d'autres protagonistes en plus dans cette fameuse histoire, c'était déjà très bien fait. C'est pas ça qui les intéresse ici, hein. C'est pas de revenir sur le travail qui a déjà été très bien fait, mais dès lors qu'on nous dit qu'en fait il y a une introspection qui est faite des personnages et qui a comme ça une espèce d'approfondissement des caractères, ça ne se joue uniquement que sur la modernité, hein, sur la vision moderne, la condition moderne de la série, et donc forcément sur le wokisme. Et c'est là où on nous dit, là où le film de Neil Jordan ne faisait que suggérer, certes à gros traits, nous dit-on, la relation homosexuelle de Louis et Lestat, la série l'embrasse pleinement. Alors non. Non. C'est un truc justement qui avait été très bien fait, très bien écrit et très bien montré dans le film. Il y a effectivement donc un jeu de séduction qui existe en fait chez les vampires en règle générale, et on le voit d'ailleurs dans tous les vampires dans le film justement et dans l'histoire plus globalement, mais jamais en aucun cas en fait la barrière n'est franchie et il y a justement pas de suggestion réelle. Ce qui laisse en fait la personne qui regarde le film s'approprier sa propre histoire. Si t'as envie de penser qu'ils sont homosexuels, tu peux le penser, mais si t'as envie de ne pas le penser, t'as rien en fait qui te dit qu'ils sont homosexuels dans l'histoire. Donc en fait ici c'est juste une orientation qui est volontairement prise et qui est imposée. Hein, c'est une vision qui est complètement imposée. Voilà, mais qui n'est pas la réalité de l'histoire de base. Donc ici, une fois de plus, en fait, ils travestissent l'histoire de base pour en dire, mais finalement, de toute façon, c'était déjà ça, gros trait. Non, c'était ça, gros trait, dans ta tête, en vrai. Bah oui. Elle assume ainsi un aspect queer, alors on nous dit des termes parapluies qui regroupent plusieurs identités sexuelles et de genre au sein de la communauté LGBTQ+. Elle revendique l'expression d'une sexualité et d'un amour libre. Or, pour l'époque des conventions, de ce fait, elle en fait également un miroir de la condition du vampire. Donc voilà, en fait, hein, t'es vraiment complètement ici tu baignes dans le wokisme, hein, et dans l'explication, en fait, hein, ils vont tourner autour de cette histoire homosexuelle qui va en fait prendre le devant de tout le reste, hein, même si on nous dit mais vous inquiétez pas, les vampires ne sont jamais très loin. De toute façon, la messe est dite, quoi. Alors Louis est homosexuel et de surcroît il est noir. Il est à l'intersection des luttes. Dans la Nouvelle-Orléans de 1910, sa situation revient peu ou prou à être un étranger, n'être jamais l'un des leurs, n'être nulle part chez lui. Exactement le questionnement existentiel de tout vampire par nature immortel. Il vit parmi des hommes qu'il est condamné à voir disparaître. Il n'est jamais un homme de son temps puisqu'il est de tous les temps. De par sa condition physique, le goût du sang humain, la crainte de la lumière, il doit vivre reclus et devenir un objet de fascination, voire de peur et de rejet. Je reviendrai en plus sur cet aspect-ci, qui me semble assez intéressant en réalité, pour moi, à la fin, quand je vous donnerai mon avis sur tout cela. Hein. On nous parle après de Sam Raid, donc qui jouerait Lestat. J'ai même pas envie de savoir quelque part en réalité, je t'assure. J'ai lu moi succinctement, mais en fait on s'en fout parce que l'histoire elle est pliée. On sait que ça tournera autour de lui. Alors après t'as Claudia, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Entretien avec un vampire, c'est une jeune fille qui va arriver justement au cours de l'histoire. Hein, et là on nous dit justement, enfin je vais pas en dire plus. On nous dit justement donc hein, les 7 épisodes gagnent énormément à laisser des relations des deux personnages se construire dans la durée. Donc en fait on est vraiment uniquement basé sur ça. Hein. Derrière la caméra, donc des pointures comme Alan Taylor retranscrivent parfaitement cette plénitude par une mise en scène sobre et efficace. Elle sublime sans forcer le travail des décorateurs et costumiers. Nanani nanana. Moi c'est pas ça qui m'intéressait, c'était voilà la jeune Claudia. Donc l'arrivée de Claudia, donc qui va être jouée par Bailey Bass. Alors qui est donc Bailey Bass? Alors Bailey Bass, c'est la jeune fille que vous voyez donc hein, ici. Je sais pas si vous la voyez bien comme ça. Hop, celle-là, je vais essayer de la mettre comme ça. Peut-être c'est plus facile. Voilà, c'est la jeune fille que vous voyez ici. C'est pareil, hein, j'ai rien contre ces acteurs, hein, que ce soit Bailey Bass que je ne connais pas ou l'acteur de tout à l'heure, j'ai absolument rien contre eux, c'est juste qu'ils ne correspondent absolument pas au matériel source et qu'on est typiquement sur du blackwashing et donc sur de la propagande woke. Et ça, moi, ça m'énerve prodigieusement. On est sur de la politique ici une fois de plus. Hein. Pourquoi ? Parce que justement, eh bien, quand on va voir qui était Claudia, on nous dit, eh bien, Claudia est une petite fille, une jeune fille de 5 ans.
3 ou 4 ans dans les premières versions d'Entretien avec un vampire, blonde aux yeux bleus. Louis la rencontre en 1794 dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans alors qu'elle pleure sur le corps rongé par la peste de sa mère. Qui est très bien faite une fois de plus dans le film avec Brad Pitt et qui est très bien représenté. Le film est vraiment génial par rapport à l'histoire de base justement. Je trouve qu'il était vraiment très très bien fait déjà à l'origine. Donc ici une fois de plus on est sur du blackwashing. Je le répète, je n'ai rien contre ces acteurs-ci. Ce qui m'emmerde évidemment, c'est le côté politique de la chose, la propagande idéologique qui nous est une fois de plus ici servie et n'en déplaise à ceux qui diront mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah ouais mais moi ça me fout en fait. Et d'ailleurs ça me fout en l'air en réalité. Voilà, ça m'énerve tu vois. Et si tu veux que je respecte tes sensibilités, tu devrais peut-être déjà commencer par respecter les miennes quelque part. Parce qu'ici, en fait, les gens qui font ça ne me respectent moi pas du tout, mais surtout ne respectent pas la grande majorité des fans qui aimaient à la base le matériel source et le film d'origine. Avec leur foutage de gueule qui est en plus une propagande idéologique. D'une idéologie mortifère que je déteste prodigieusement. Alors là, on nous dit la jeune adolescente se fait transformer en vampire, etc. Bref, je vais pas vous spoiler la suite, ça sert à rien de toute façon de continuer d'aller plus loin. Après, de toute façon, ils continuent à nous faire l'éloge de la série. Vous aurez compris à peu près, de toute façon, je pense même assez facilement, je dirais même le délire de cette fameuse série. Alors moi, je vais commencer par là en fait, dans l'avis que je vais vous donner. Ce qui m'emmerde vraiment prodigieusement, vous l'aurez compris, c'est le fait qu'on travestisse une fois de plus en fait une licence qui m'est chère, moi personnellement, que j'ai vraiment très apprécié par le passé, qu'on la bombarde d'idéologie woke, qu'elle finisse par devenir un espèce de tremplin justement idéologique, alors qu'il y avait sans doute matière à faire quelque chose de super, avec une idée vraiment qui aurait pu être justement à développer. Lorsqu'on nous dit Louis est homosexuel, t'enlèves Louis en fait, tu crées une nouvelle histoire, tu fais pas Entretien avec un vampire, je sais pas, un nouveau titre, le vampire de la Nouvelle-Orléans, on s'en fout du titre. Et le type, il s'appelle, je sais pas moi, j'allais dire Gisèle, mais pourquoi pas Sigismond, tiens, tu vois, il s'appelle Sigismond. Sigismond est homosexuel, et de surcroît, il est noir. Il est à l'intersection des luttes dans la Nouvelle-Orléans de 1910. Sa situation revient peu ou prou à être un étranger, à n'être jamais l'un des leurs, n'être nulle part chez lui. Si tu pars de ce principe-là, en fait, de ce préambule-là, il y a vraiment matière à faire quelque chose. Il y a matière vraiment à sortir une série qui serait tout à fait novatrice, qui serait justement qui alors là, par contre, pour le coup, tu vois, qui laisserait sans ambiguïté personne et qui laisserait le choix à tout le monde. Ceux qui veulent s'orienter vers ce genre de série, eh bien, ils peuvent aller le regarder. Ces fameuses minorités qu'ils aiment tant, justement, mettre en évidence les fameuses sensibilités modernes qui, justement, jalonnent cette fameuse terre de manière, à leurs yeux, si nombreuse et qui, en fait, ne sont qu'une petite minorité, eh bien, on pourrait, justement, aller s'orienter vers ce genre de série et les découvrir tranquillement, sans jamais heurter, sans jamais faire chier, sans jamais marcher sur les sensibilités justement de ceux qui par le passé ont apprécié une licence qui a déjà eu son succès, qui est déjà très reconnu, comme ici donc un Entretien avec un vampire. Tu vois, il y avait tout à fait la possibilité de faire une série tout à fait indépendante sans vraiment venir cracher à la tronche de ceux qui ont aimé Entretien avec un vampire, de flinguer complètement cette licence. Et en plus, ce qui m'énerve, tu vois, le plus, c'est que je connais la réponse, je sais pourquoi ils le font. Ils le font parce que justement, en fait, s'ils sortent une série comme ça et qu'ils appellent avec n'importe quel titre, peu importe que le titre soit joli ou non, les personnes n'iront voir cette série parce que cette putain de minorité, justement, en règle générale, ne se déplace pas dans les salles de cinéma pour aller voir les films qui sont wokisés, mais en plus, ils ne sont pas en grand nombre pour aller voir les séries qui sont wokisés sur les plateformes de streaming. Et ils le savent, ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adossent, en fait, à une licence qui est très connue. Ils savent que par la notoriété de cette licence-ci, déjà, ils ont plus de chances de faire venir le chaland, parce qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est tout de même du pognon. Et ils s'en sortent, en fait, comme échelle à leur propagande idéologique, comme marchepied idéologique, voilà, tout simplement. Et c'est une fois le cas ici, et moi, ça me flingue. Alors que l'idée de base pourrait être justement à travailler de manière tout à fait indépendante à côté sur une série qui pourrait voir le jour sans aucun problème. Non, c'est bien une licence chère à notre passé qu'ils viennent et qu'ils détruisent complètement. Et ça, moi, ça me fout en l'air. Et encore une fois, ça va diviser les gens au lieu de créer quelque chose qui va justement réunir les gens. Ça va créer des conflits. Il va y encore avoir évidemment les sobriquets qui vont sortir. Ouais, mais t'es homophobe, t'es raciste, t'es machin. Évidemment, pour les plus cons qui veulent absolument rien comprendre, qui surtout se plaisent à se soumettre à tout.
il y aura toujours évidemment des gens comme moi qui seront à côté et qui essaieront d'expliquer pourquoi lorsqu'on parle d'un matériel source et qu'on essaye de l'adapter un jour dans une diffusion en série ou même dans un film, il est toujours de bon ton d'essayer de coller le plus justement au matériel source. Pourquoi? Parce que justement c'est l'intérêt du matériel source lui-même. S'il a été choisi, c'est parce que justement il suscitait déjà un intérêt chez les gens, et que c'est ces gens-ci qu'il faut respecter d'abord, évidemment. Après, le matériel source qui est à respecter en priorité, puisque là aussi c'est pareil, tu vois, les créateurs, les gens qui ont créé toutes ces licences et qui se font, alors pour la plupart, pour certains qui se font acheter copieusement et qui se font très 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 chèrement payer leur licence, mais pour ceux qui sont morts, qui voient leur licence se faire complètement de là-haut, complètement wokisée, voilà, c'est pas un tableau qui est vraiment très joli à dépeindre finalement toute cette histoire-ci. Et enfin bref, vous aurez compris mon sentiment sur ce sujet. Je suis complètement dégoûté. En plus, moi, c'est une histoire, un film que j'appréciais particulièrement, donc je vous invite à ne pas voir cette série. Non, je déconne, vous faites ce que vous voulez. Les goûts et les couleurs, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller voir la série, allez la voir. Bon, je vous donne mon avis, je n'irai pas la voir, ce sera sans moi, c'est certain. Mais par contre, je vous invite à aller voir le film. Et oui, si vous ne voulez pas vous intéresser au livre de base, allez voir le film, il est vraiment génial. Et c'est la seule chose que je peux dire. Et ici, la série, ce sera sans moi. Une série de plus qui s'est fait complètement, une licence de plus qui s'est fait complètement wokisé. Je le déplore, ça me saoule, ça m'énerve, mais je resterai bien sur le film du passé, Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et j'allais dire Johnny Depp, mais rien à voir. Tom Cruise, évidemment. Bah ouais. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et bon, on va continuer à suivre de toute façon tout ce genre de dossiers-ci, de ces licences qui nous sont chères et qui sont complètement wokisées, mais vraiment, de toute façon, je n'aurai de cesse de dire ce que j'en pense et de dénoncer cette fameuse propagande idéologique qui est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Et pour ceux qui à chaque fois souscrivent à ça en disant « Non mais c'est rien, c'est machin », qui se rendent même pas compte en fait qu'ici ils sont face à un message politique, qui est en train d'essayer de politiser justement les débats et le divertissement à la base, tous ces gens-ci qui marchent derrière et qui n'ont que la complaisance comme sujet, qu'ils restent là où ils sont, qu'ils se fassent plaisir à regarder ces fameuses productions, mais ça ne m'empêchera pas moi de dire tout le mal que je pense justement de ce procédé que je trouve tout à fait abject et qui appartient spécifiquement à cette idéologie mortifère qui est le wokisme. Et oui, donc un entretien avec le wokisme, pour ceux qui veulent, ça sera sans moi en tous les cas. Et que la force soit avec vous.